Donc moi, je vais vous présenter ce qu'on a fait comme test sur la réalisation de notre travail de bachelor par l'IA. Et je vais toucher aussi quelques tests qu'on a fait sur d'autres modules de notre bachelor en travail social. C'est un travail qui a été fait par deux assistantes d'enseignement chez nous, Amélie Rossi et Elena Rossel, qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Donc je vais représenter leur travail, mais c'est bien elles qui ont fourni l'essentiel du travail nécessaire. Euh, Au niveau de ce... j'ai toujours des problèmes de passage de slide, c'est tout bon. La structure que je vais suivre, c'est donc vous présenter un tout petit peu le contexte et sur le TB et sur la raison pour laquelle on a eu envie de faire un test. Ensuite, je vais vous présenter concrètement les tests qu'on a fait pour le TB, les résultats qu'on a obtenus et puis ce que ça nous a permis de définir comme perspective pour la suite dans notre filière. Donc le TB dans notre filière se présente sous la forme suivante. C'est un travail qui vaut 15 crédits, qui est séparé en deux parties. Une première partie à 6 crédits, qui consiste en l'élaboration du projet de recherche, et ensuite une deuxième partie de 9 crédits. Tout ça s'étale sur 2 semestres. Et il y a à la fois des cours de méthodologie, des ateliers de mise en pratique, le travail personnel qui est fourni par les étudiantes et étudiants pour réaliser leur travail, et une présentation finale devant un jury composé de 2 personnes. Tout au long du processus, on a une personne qui fonctionne comme directeur, directrice du travail. Et donc, il y a un rendu intermédiaire après le premier semestre et un rendu final à la fin du deuxième semestre. De manière concrète, le travail qu'on demande chez nous, c'est vraiment l'idée d'avoir une initiation à la recherche sur une thématique concrète en lien avec le travail social. Mais donc, ça se présente surtout sous la forme d'un rapport théorique. On va effectuer une revue critique de la littérature sur la base d'une problématique et de questions de recherche qui auront été définies par les étudiants. Il y a à la fin une soutenance qui permet de poser quelques perspectives et de faire le lien entre le travail qui a été effectué et la pratique professionnelle. Et le tout, comme vous le voyez, c'est un travail écrit entre 40 et 70 pages qui s'effectue en binôme. Ça vous donne un tout petit peu le cadre du travail qui est attendu chez nous. Je vous ai mis ici les objectifs d'apprentissage. Je ne vais pas m'arrêter longuement dessus, mais ça vous donne aussi un petit peu la direction dans laquelle on aimerait emmener nos étudiants. C'est aussi un cadre commun, le travail de bachelor, aux 4 HETS de la HESSO, même si la réalisation après varie d'une école à l'autre. Euh, Pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question? C'est qu'on a assez vite remarqué que la démocratisation de l'IA générative impactait nos modalités d'évaluation et qu'il y avait gentiment un désalignement entre les objectifs d'apprentissage posés et les modalités d'évaluation dans nos modules. Et aussi, on se rendait compte qu'il y avait la difficulté chez certains de nos collègues à prendre conscience en fait de l'impact réel de l'IA générative sur nos modalités d'évaluation. Vous voyez qu'il y a des examens qu'on pensait pouvoir faire très facilement avec l'IA générative et que certains collègues ne se rendaient pas compte en fait de l'impact. Donc, on a décidé de mobiliser nos assistants d'enseignement et de leur faire tester différents modules, différentes modalités d'évaluation, de prendre un petit peu de temps pour essayer de passer les examens avec l'IA et de voir qu'est-ce que ça donnerait, dans le but aussi de pouvoir présenter quelque chose de concret à nos collègues. Donc, comme je vous l'ai dit, ça a été effectué par ces deux assistantes, Amélie Rossi et Elena Rossel. On a choisi de faire aussi un large panel d'examens différents. On a fait autant donc, le bilan de compétences avant que les étudiants partent sur leur lieu de formation pratique, des examens écrits aussi, la préparation des examens oraux, puisque assez régulièrement, on travaille avec des examens oraux qui peuvent être vraiment préparés à la maison avec des vignettes, etc. On a choisi de travailler principalement avec ChatGPT. On a testé la version gratuite, la version payante. On a travaillé aussi avec des GPT spécialisés, ce qui donnait des résultats plus probants. Mais on avait vraiment la volonté de travailler comme un utilisateur, une utilisatrice lambda de l'IA et pas d'avoir une approche hyper spécialisée et pointue de l'IA. Plutôt de se dire qu'est-ce que pourrait faire un étudiant ou une étudiante qui connaît un petit peu ChatGPT mais qui n'est pas un spécialiste. Et puis, une fois qu'on a effectué ces travaux-là, on a analysé les productions et évalué si elles répondaient aux grilles d'évaluation qui étaient définies dans les différents modules. Au niveau de la méthodologie qu'on a suivie, donc on a fait assez simple. On a commencé par un premier prompt sur ChatGPT en disant juste
que ChatGPT devait prendre le rôle d'un étudiant en travail social. On a précisé un petit peu le contexte, transmis les consignes. Ce qu'on a fait, c'est que dès lors que dans les modules, les consignes ou les grilles d'évaluation étaient publiques pour les étudiants, on les a données à ChatGPT pour qu'ils s'en inspirent. On a aussi transmis, quand il y a dans les consignes, l'obligation, par exemple, de se référer à tel cadre théorique ou de mobiliser des apports de cours. On a pu donner à ChatGPT directement le PowerPoint du cours et on lui a donné la mission de réaliser l'examen. Ça, c'était le début, mais vous allez voir après qu'on a fait vraiment des prompts assez courts. On ne s'est pas donné trop de peine non plus. C'était pas le but de challenger trop ChatGPT. Ensuite, on a dialogué avec l'outil pour affiner un petit peu, donc ajouter quand il manquait des références, ajouter des arguments quand on voyait que c'était un petit peu faible, développer les propos quand le nombre de caractères était insuffisant par rapport aux attentes. Et puis après, on a fait cette troisième phase qui est toujours une phase assez importante, de demander à ChatGPT de prendre le rôle d'évaluateur, d'évaluatrice, de s'évaluer sur son propre travail, si possible en fonction de la grille d'évaluation, si elle est publique et connue des étudiants, et de corriger ensuite sa propre production sur la base de ses propres taux. Ça, c'est la manière dont on a travaillé. On a fait ça donc sur une série de nos modules que vous voyez ici. Les assistantes ont noté le nombre d'heures qu'elles ont passées pour les différents modules et le résultat obtenu par rapport donc à notre niveau d'exigence. Pour certains modules, elles ont dû utiliser les supports de cours. Pour d'autres, et vous voyez notamment pour le TB, ça n'a pas été nécessaire. Et après, c'est cette subtile distinction entre les moments où elles ont dû mobiliser des connaissances préalables qu'elles avaient ou où elles ont pu juste tout inventer, créer à partir de l'IA. Vous voyez le TB est en bas de cette liste. On voit qu'en 6 heures, on a obtenu un TB qui était suffisant. Et par rapport aux 15 crédits du module, ça nous a un petit peu interpellés dès le début du processus, disons. Mais pour faire ce TB, il y a quand même eu mobilisation de connaissances préalables. Par contre, rien n'a été transmis en termes de support de cours, de connaissances théoriques qui viendraient des cours. Et maintenant, je vais vous montrer quelques exemples concrets de comment on a travaillé. Des petits extraits de prompt assez rapidement. Donc, on a commencé avec, ça c'est vraiment le point de départ. Je suis étudiante en troisième année de bachelor, je dois rédiger mon travail de bachelor, et voilà le document prescriptif. Et là, elle a envoyé le manuel du TB qui contient toutes les informations utiles pour les étudiants, les différentes étapes du processus. Vous voyez en haut à droite Consensus, c'est donc le GPT spécialisé avec lequel on a travaillé. Il est accessible directement depuis ChatGPT. C'est aussi une application à part. Et donc, on a travaillé avec cet outil-là. Pourquoi celui-là et pas un autre? Mais en tout cas, c'en était un qui est un peu plus spécialisé dans la recherche, donc qui produit des résultats un tout petit peu plus pertinents. Une fois que ça a été fait, on lui a demandé de nous aider à faire chaque étape du travail de bachelor et donc de préparer un plan de ce qui devra être fait pour réaliser le bachelor. Là, il nous sort toute une longue liste à puces avec les différents éléments et puis à partir de là, on commence à travailler partie par partie. On le voit ici, peux-tu me rédiger une problématique de 10 pages pour aboutir à la question de recherche? Et ChatGPT dit bien sûr, et il nous fait une liste à puces comme d'habitude, mais après on lui demande, très bien, donne-moi un exemple de cette problématique-là, et il rédige une première problématique d'une dizaine de pages. On lui a demandé ici d'intégrer des références théoriques, et vous voyez dans le texte qu'il le fait, il marque en parenthèse Sherlock et Ali 2010, OFS 2020. Une fois que c'était ça, comme c'est quand même un travail scientifique, on lui avons demandé de trouver 4 articles scientifiques qui permettent de répondre à la question de recherche. Et là, il nous a fait une recherche bibliographique où il a choisi 4 articles disponibles sur Internet dans lesquels il fait un petit résumé, il met le lien vers l'article. Et comme c'est une exigence de notre TB, on lui a demandé de faire une grille d'extraction des contenus sur ces différents articles-là, puisque c'est quelque chose que les étudiants doivent aussi rendre à leur directeur, leur directrice. Et donc, il résume les articles, il sort les objectifs, les hypothèses, les principaux résultats. Une fois qu'on a eu fait, enfin voilà, après on travaille donc partie par partie, on dialogue avec lui. Et puis, une fois qu'on a eu fini toute cette partie-là de rédaction, on lui a transmis le TB tel qu'il l'avait écrit, la grille d'évaluation du TB telle qu'elle est transmise aux étudiants.
et on lui a demandé de faire une évaluation du travail, de sortir les points forts, les points d'amélioration et les points manquants, et on a retravaillé certaines parties en fonction des retours qu'il avait faits. Donc, en résumé, on a utilisé ChatGPT pour absolument toutes les étapes du bachelor. Le challenge, c'était de ne pas écrire soi-même la moindre ligne du TB. Donc, il n'y a que des prompts qui ont été utilisés, mais rien qui vient de l'assistante elle-même. On a fait le plan, ensuite on a fait la problématique, les questions de recherche, la recherche bibliographique et la grille d'extraction, comme je vous l'ai mentionné, l'analyse comparative des sources et du coup la rédaction de tout le plan de la littérature, de la revue de la littérature. Ensuite la rédaction partie par partie du TB. Là, bien sûr, il faut de temps en temps, on lui dira, est-ce que tu peux ajouter des citations verbatim? Ce serait quand même un tout petit peu plus convaincant. Il faut parfois ajuster le nombre de caractères, le nombre, déployer un tout petit peu plus les arguments. Et il y a des allers-retours avec le plan que ChatGPT a proposé au début et avec les consignes du TB pour s'assurer qu'on reste toujours dans la même lignée. Euh, à la fin, on lui a demandé de rédiger aussi les remerciements. Donc, il fait un texte très personnel pour la directrice de TB Imaginaire et la famille de l'assistante qui l'a beaucoup soutenue dans ce travail. Et on a fait la mise en page de la bibliographie, l'élaboration, mise en page de la bibliographie dans les normes APA 7. On a aussi fait une demande qui vérifie que toutes les citations sont bien référencées dans la bibliographie, que tout ce qui est référencé dans la bibliographie est bien mobilisé dans le texte fluo. Euh, Sans vouloir s'arrêter en si bon chemin, on a aussi demandé qu'il fasse la page de titre et qu'il fasse justement cette phase que je vous ai mentionnée préalablement d'évaluation et correction du travail. Tout ça a pris un total de 6 heures à notre assistante. On peut imaginer que c'est un petit peu plus long pour des étudiants, mais ça restera un petit peu en dessous des 15 crédits estimés pour le travail dans sa totalité. On en a tiré quelques constats généraux qui rejoignent bien sûr des constats que vous avez déjà pu probablement lire et discuter dans d'autres cadres. Donc, on a vu que ChatGPT payant, c'était quand même beaucoup plus puissant que Copilot, par exemple, ou que la version gratuite. On a vu, et ça, pas tant en lien avec le TB, mais avec les autres modules on a testé que les contenus personnels sont très facilement produits par ChatGPT. C'était un postulat de certains de nos collègues de dire c'est tout bon dans mon module parce que c'est tellement centré sur la personne et son développement professionnel. J'ai pas besoin de m'inquiéter de l'IA. Puis on a pu montrer que l'IA très facilement fait un texte convaincant abordant des thématiques personnelles. Idem pour les éléments réflexifs. On voit aussi, et ça c'est assez logique, que préparer un examen oral, c'est plus simple que préparer un examen écrit. Il y a beaucoup moins besoin de référencer. Et donc, euh, pour tout ce qui était préparation d'un examen oral, c'était très, très facile. Et sans surprise non plus, les examens qui ont des consignes assez simples, c'était beaucoup plus facile de travailler avec ChatGPT. Et on voit en fait dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, on a un autre module qui est à 6 crédits et c'était plus long de réussir à faire l'examen que le TB, dont les consignes sont assez simples, détaillées dans un seul document. Quelques variables qu'on a identifiées, c'est la maîtrise des outils quand même, qui est un gros enjeu. Alors nous, on n'est vraiment pas des professionnels de l'IA, on est des amatrices débutantes, quoi. On se tient un petit peu au courant, on teste des choses, mais on a quelques idées de comment on peut prompter de manière efficace, mais on n'est pas des professionnels. Mais on voit que plus on maîtrise l'outil, mieux ça fonctionne. À noter aussi que notre assistante, elle s'est challengée en faisant tout le prompt sur la même conversation. L'enjeu étant que nous, on puisse tout extraire et tout montrer à nos collègues en un coup d'œil, si on veut. Et donc, elle n'a pas utilisé plusieurs conversations, ce qui aurait été beaucoup plus facile pour le travail. Mais même en faisant ainsi, elle arrive à obtenir un résultat satisfaisant. Il y a l'enjeu de la maîtrise préalable du sujet. Quand même, c'est difficile de complètement s'en affranchir dans ce test-là. Et donc, parfois, il faut pouvoir un petit peu jeter un œil à ce que produit l'IA. Et deux autres points qui aident beaucoup, enfin, qui ont aidé l'assistante à réaliser la tâche, c'est de bien comprendre les consignes et les attentes de l'équipe enseignante et d'avoir une certaine méthode dans la manière de travailler avec l'outil d'IA. Voilà, et après ce petit test, ça nous ouvre quelques perspectives pour la suite, notamment pour le TB, pour nos autres examens aussi. Donc, les éléments sur lesquels on est en train de travailler au sein de notre filière, c'est de sensibiliser le personnel d'enseignement et de recherche aux potentialités, aux risques, etc. Donc, on a bien sûr présenté les résultats dans un colloque avec nos collègues et on essaie d'accompagner
certains collègues dans la révision de leurs modalités d'évaluation. On a aussi des garde-fous dans la mesure où le TB, c'est pas quelque chose de complètement désincarné. Il y a un accompagnement qui est proposé aux étudiants tout au long du processus. Donc, on peut quand même s'enquérir de est-ce qu'ils sont bien en train de travailler les compétences qu'on aimerait qu'ils travaillent, avec les ateliers, avec la soutenance, avec aussi la valorisation du TB par la suite. Mais en parallèle, on travaille aussi sur le renforcement de la formation des étudiants et du père dans l'utilisation de l'IA générative pour qu'ils puissent aussi utiliser toutes les potentialités des outils pour être plus efficaces dans leurs travaux de recherche notamment. Et en parallèle de ça, notamment pour le TB, qui est quand même le sujet d'aujourd'hui, on réfléchit aux manières de faire évoluer le format. Est-ce qu'on peut travailler davantage sous forme de projet en condensant le temps qui est consacré à la revue de littérature? Est-ce qu'on peut renforcer des collaborations avec des partenaires professionnels? Est-ce qu'on peut travailler avec d'autres matériaux aussi de recherche? Notre TB au sein de notre HETS est très axé théorie et revue de littérature. Si on commence à prendre aussi en compte des entretiens avec des personnes concernées ou d'autres éléments, ça permettrait de faire travailler d'autres compétences aux étudiants également dans leur développement des compétences en lien avec la recherche. Donc voilà un petit peu à quoi on en est. J'en ai fini avec ce que je voulais vous présenter, mais je suis bien sûr à disposition s'il y a des questions ou des remarques. Quand on se demande comment évaluer dans un monde d'IA, la première réflexion qui vient, c'est celle-ci, hein. C'est voilà, une bonne manière de faire, c'est d'évaluer sans l'IA, c'est-à-dire sans ordinateur. Voilà, comme ça, c'est réglé. Évidemment, c'est applicable seulement en classe. Deuxième possibilité, évaluer en rendant l'IA inapplicable, c'est-à-dire une interrogation orale, mais sans préparation, évidemment, ce qui veut dire, par exemple, tirer une question au hasard, euh, ou, bien échanger avec les étudiants dans une interaction orale. On peut aussi imaginer, non pas à l'oral, mais à l'écrit, mais avec du proctoring spécial, des solutions technologiques qui empêchent les étudiants de se connecter à un outil d'IA. Et on peut aussi compléter l'évaluation écrite par une évaluation réflexive orale, systématique ou aléatoire. La HEP Vaud, notamment, a changé son règlement pour pouvoir se donner la possibilité d'interroger à l'oral des étudiants et étudiantes dont il serait, dont on soupçonnerait que des outils d'IA auraient pu être utilisés sans réelle compréhension au moment de la rédaction écrite. Ceci, malgré tout, reste assez coercitif. Ça culpabilise ça culpabilise l'utilisation de l'IA et ça crée une sorte de tabou malgré tout autour de ce sujet. On peut bien imaginer que dans ces cas-là, les étudiants perçoivent l'IA comme une manière de tricher malgré tout, et donc ça ne va pas les inciter à annoncer leur utilisation, et forcément ça risque de créer des problèmes. Donc moi, je ne suis pas trop favorable à ce genre d'outils. D'ailleurs, à propos des outils de détection d'IA, on est assez d'accord au rectorat avec les collègues pédagogues de dire, quand bien même ces outils seraient 100% fiables, on ne les recommanderait pas. Parce que moi, j'estime personnellement que si on est dans une situation où on doit prouver que l'étudiant a utilisé l'IA, c'est qu'on n'est pas dans une bonne situation d'évaluation. Parce que notre visée, elle est professionnalisante, on doit rendre, rendre les étudiants employables. Or, dans le métier qu'ils vont faire, il y aura de l'IA. Et on leur demandera de l'utiliser, très probablement. Comme je vous le disais, Nicolas Debon, ce matin, nous dit si les étudiants n'utilisent pas l'IA, c'est là qu'ils perdent des points. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on a besoin qu'ils apprennent des choses sans l'IA, parce qu'on a besoin de vérifier qu'ils ont acquis des concepts. Je dis souvent, c'est pas parce que la calculatrice existe que les instituteurs et institutrices n'évalue plus le calcul mental. Mais c'est des moments quand même assez particuliers, des fenêtres assez précises, dans lesquelles on explique aussi aux élèves ou aux étudiants pourquoi on n'utilise pas l'IA ou peut-être même pas l'ordinateur pour le coup. Et c'est quand même des moments assez particuliers. Euh, je trouve intéressantes les réflexions qui conduisent à aller un peu plus loin en disant mais comment est-ce qu'on peut intégrer l'intelligence artificielle dans les évaluations existantes ou carrément faire des évaluations différentes de ce qu'on faisait avant. Et là, vous avez un article que je trouve intéressant. Je vais juste vous le montrer. Il est
celui-là. Voilà, il est dans le. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vous l'avais présenté, là, il est dans le Padlet. Il est ici, Teaching in an Era of ChatGPT. Il indique quelques tips, en fait 6 tips, et des conseils d'utilisation de l'IA dans les évaluations qui sont justement pas coercitifs, qui sont pas culpabilisants. Le premier, je l'aime beaucoup, dit utilisez plutôt des mots comme originalité, créativité, empowerment, responsabilité, que des mots comme intégrité, honnêteté, triche, qui créent un climat de suspicion et de punition dans la relation avec les étudiants. Ce genre de conseils nous invite à dire, OK, puisque de toute façon les étudiants vont utiliser l'IA, eh ben, prenons-en acte, passons de l'autre côté, et puis réfléchissons avec cette donnée-là. Et je trouve que ça nous libère de pas mal de choses. Euh, et encore une fois, d'autant plus que ils vont l'utiliser plus tard dans leur métier. Donc ça nous amène à d'autres types de conseils, qui sont par exemple augmenter le niveau de complexité taxonomique des évaluations. Un exemple que j'ai déjà montré, si vous avez déjà suivi une de mes formations, vous m'avez peut-être déjà entendu là-dessus, c'est une collègue qui enseigne la communication de crise à la HESSO. Elle enseignait, avant ChatGPT, elle enseignait les principes de la communication de crise, puis pour l'examen, elle donnait un cas pratique, et elle demandait aux étudiants d'appliquer ces principes et de générer une communication de crise. Elle ne peut plus le faire, ChatGPT le fait mieux qu'elle, donc maintenant ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande à l'IA de rédiger le texte, elle lui demande sûrement de rédiger le cas pratique d'ailleurs, et le cas d'étude, et ensuite de rédiger le texte. Et ce qu'elle demande à ses étudiantes et étudiants, c'est d'évaluer la production de ChatGPT et éventuellement l'améliorer. Alors, certes, il y a 2 réserves à ça. La première, vous allez me dire, bah oui, mais ChatGPT est capable de le faire. Oui, certes. Il va falloir se débrouiller pour que on puisse lui demander aux étudiants de l'évaluer dans de bonnes conditions, peut-être en leur demandant de mobiliser des ressources de cours ou issues de discussions, ou peut-être le demander de le faire à l'oral. Voilà, je ne sais pas, mais il y a cette idée qu'on va pouvoir, qu'en montant dans les niveaux de complexité taxonomique, on échappe un peu plus en tout cas, à ce que l'IA est capable de faire. L'autre objection, et je la trouve très intéressante, c'est des enseignantes qui me l'ont opposé, c'est de dire, ouais, mais si je fais ça, je vais faire exploser mon taux d'échec. Et ça, évidemment, c'est intéressant parce que ça dit que certes, l'IA peut être utile aux étudiants, mais en même temps, c'est pas une bonne nouvelle pour eux parce que ça augmente les niveaux d'exigence. Donc oui, ça peut faire augmenter le taux d'échec. Sauf que si on augmente le niveau de complexité, le niveau de complexité taxonomique, on peut aussi baisser un peu les critères d'exigence, c'est-à-dire d'être un peu moins exigeant sur la tâche que l'on demande. Cinquième option, proposer des évaluations qui nécessitent l'intégration d'éléments authentiques, c'est-à-dire de cas réels, d'interviews. On pourra aller vérifier que la personne a bien été interviewée, de cas réels mais vécus par les étudiants, toutes ces choses qui n'ont pas été vécues par l'IA, que l'IA peut mimer, mais il y a un moment, ça va devenir plus compliqué de faire inventer à l'IA des choses qu'on a vécues soi-même que de dire ce qu'on a vécu soi-même. Donc c'est pas impossible, hein, bien sûr, mais ça devient compliqué. Et puis, ce que Lauriane a mentionné, démultiplier le nombre de consignes. Je vais vous montrer une évaluation que j'ai donnée et qui se place qui regroupe en fait ces 3 niveaux, ces 3 types de recommandations. J'enseigne dans un master de l'université de Neuchâtel, master de muséologie et histoire de l'art, donc des étudiants de master universitaire, et j'enseigne notamment un cours qui s'appelle Les musées comme levier de la transformation écologique et solidaire. Les étudiants ont des lectures à faire et ensuite on demande une dissertation de 20 000 signes. Alors voilà ce que j'ai proposé comme sujet d'examen, d'ailleurs que j'ai généré avec l'aide de ChatGPT, à qui j'ai demandé un sujet d'examen qui serait difficile de traiter avec l'IA. Vous n'avez pas besoin, le texte d'examen fait 1 page. Vous n'avez pas besoin de lire ce qui est en gris, simplement parce que peu importe en fait, mais simplement ce qui est en rouge pour vous montrer le nombre d'étapes
que les étudiants doivent faire dans leur dissertation. Donc d'abord, c'est sur la base des lectures fournies. Ils ont 4 articles et ouvrages à lire. Je leur demande de développer une approche théorique sur la base de ces lectures, mais qui tiennent compte en plus d'un paramètre extrêmement important, hein, l'exigence de neutralité axiologique et politique inhérente à la dépendance des musées et à leurs autorités de tutelle. Donc déjà là, c'est pas facile. ChatGPT peut le faire. Dans un deuxième temps, je leur demande d'opérationnaliser cette théorie en une stratégie d'application pratique. En plus, je leur demande de s'inspirer d'une des ressources, d'une des lectures en particulier, et de mobiliser les concepts qui sont développés dans les différentes lectures pour permettre au musée de faire quelque chose, que je précise également. Ce n'est pas terminé, une fois que c'est fait, je leur demande de générer une grille d'analyse qui va leur permettre d'évaluer les musées, la façon dont ils parviennent à jouer le rôle d'agent transformationnel écologique et solidaire. Et enfin, je leur demande de l'appliquer à un exemple de musée et de formuler des propositions. On n'est pas dans un travail de bachelor, hein, on est bien master à l'université, mais vous voyez ici que si ChatGPT est capable de faire ça, parce que moi, évidemment, j'ai demandé à ChatGPT de répondre à cet examen, enfin, je ne l'ai pas fait en une fois, j'ai aussi passé 1 ou 2 heures pour arriver à produire une dissertation, faire produire une dissertation par ChatGPT. Elle était pas trop mauvaise jusqu'à ce qu'on arrive aux dernières étapes. Parce que là, en fait, il n'arrive pas à appliquer une grille d'analyse à un cas réel, même si je lui donne le rapport d'activité du musée, il n'est pas capable. Et donc j'ai eu des très bonnes dissertations de gens qui m'ont expliqué, du reste, comment ils avaient utilisé l'IA. Et c'est ce que je leur avais dit. Je leur avais dit, le sujet est très complexe, je vous conseille fortement d'utiliser l'IA. Je ne les ai pas obligés, comme Nicolas, mais je leur ai dit, si vous ne l'utilisez pas, ça va être compliqué pour vous. Et j'ai adoré en fait les passages où ils m'expliquaient comment ils avaient utilisé l'IA pour produire les choses qu'ils mettaient dans leur dissertation. Donc là, on a vraiment utilisé ces 3 niveaux-là. Donc on était dans le coercitif, là on est dans l'augmentation quelque part de l'exigence. On peut être dans autre chose, c'est un pas de côté, où on va changer un peu le rapport qu'on a avec les étudiants lorsqu'on leur demande de faire ce travail, insister sur des valeurs qui sont différentes, non pas des valeurs de performance, de production, mais d'originalité, d'apprentissage, d'esprit critique, de créativité. On va peut-être aussi essayer, quand on le peut, hein, si on n'a pas trop d'étudiants, évaluer non seulement le résultat final, absolu, mais également la progression et la démarche. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez 3 étudiants qui ont produit exactement le même niveau de prestation. 3 dissertations, 3 travaux finaux, qui ont exactement, quand on les lit, on n'arrive pas à les distinguer. Ça vaut la même note. Mais imaginez que vous ayez suivi leur parcours, ou que vous leur ayez demandé de le documenter, et qu'il y a un étudiant qui n'a pas utilisé l'IA, un autre qui a fait du copier-coller du début à la fin de ChatGPT, et un troisième qui a utilisé l'IA et qui a montré comment il a réussi à l'utiliser pour arriver à ce résultat. Alors évidemment, on peut donner la même note si on pense qu'on évalue le résultat. Mais on peut aussi décider qu'on va évaluer la démarche. Et dans ce cas, celui qui a copié-collé ChatGPT, évidemment, il va avoir une mauvaise note, enfin la moins bonne. La question de savoir à qui on donne la meilleure, elle n'est pas simple. Peut-être qu'on va donner la meilleure à celui qui n'a pas utilisé l'IA, parce qu'en fait, on veut évaluer la compétence propre. Mais on pourrait aussi dire qu'on va donner la meilleure note à celui qui a dépassé sa compétence propre grâce à l'IA, et que finalement, c'est ça qu'on veut évaluer. Donc, l'IA nous oblige à nous reposer des nouvelles questions sur qu'est-ce qu'on veut que les étudiants démontrent. Parce que finalement, celui qui n'a pas utilisé l'IA, on pourrait lui reprocher de ne pas l'avoir fait, sachant qu'il aurait pu avoir un meilleur résultat s'il l'avait fait. Neuvième élément, évaluer les compétences et plus seulement les connaissances. Mais ça tombe bien, on est dans une HES. Toutes nos filières sont construites sur des référentiels de compétences. Donc voilà, on est là et vous voyez que fait progressivement, si on passe du 1 au 8, on est de plus en plus dans une approche par compétences. Dans ce document que je passe assez rapidement parce que je vais vous le communiquer, généré par l'Université de Louvain, on retrouve un peu ces 3 niveaux. Il y a les options pour évaluer sans IA, les pistes pour adapter les évaluations pour minimiser l'influence de l'IA, donc par exemple augmenter le niveau taxonomique, etc. Et puis, il y a un changement de posture, des activités qui évaluent en tenant compte de l'IA et qui sont d'autres manières
d'évaluer parce que les conditions ne sont plus les mêmes et parce que les objectifs d'apprentissage ne sont plus les mêmes. Une chose qui est fondamentale quand on veut évaluer les étudiants et leur dire ce qui est autorisé ou pas, c'est de définir les règles. J'attire votre attention sur cette échelle qu'on appelle IAAS, peu importe, il y a d'autres noms, qui consiste à définir 5 niveaux différents d'utilisation de l'IA. Et pour éviter les phénomènes d'autocensure, pour être clair, pour que les étudiants sachent ce qu'ils peuvent faire, il est vraiment, à mon avis, extrêmement important de leur dire où est la limite. Est-ce que la limite, elle est entre 0 et 1, entre 1 et 2, entre 2 et 3? Et d'ailleurs, on peut aussi leur dire que la limite, elle est entre 3 et 4, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit à un full AI use, mais que par contre, ils n'ont pas le droit d'être en dessous de 2 non plus, et qu'on veut qu'ils le démontrent. On pourrait imaginer qu'on leur demande d'être sur 2 et sur 3, mais pas sur 1 et pas sur 4. Et pas sur 0, évidemment. Ici, la traduction de cette grille par Jeff, dont on parlait tout à l'heure. Je conclus sur ce que ça implique spécifiquement pour les travaux de fin d'études. À mon avis, on pourrait imaginer avoir des différentes exigences. Première exigence, c'est la problématisation. On a encore plus besoin qu'avant que les étudiants soient capables d'analyser l'existant, de formuler des questions pertinentes et situées. Exigence d'authenticité. À mon avis, on a besoin de leur demander d'appliquer leur réflexion à des cas réels, à intégrer l'expérience individuelle, à intégrer des entretiens. Exigence de créativité et d'originalité. À mon avis, on ne doit pas leur demander des sujets, des projets génériques, hors sol, théoriques, non ancrés dans la réalité. On a besoin de leur demander peut-être des œuvres créatives, des solutions à des problèmes complexes, des modules dans des projets plus vastes qui servent à quelque chose qui soit ancré dans la réalité. Exigence d'opérationnalisation, c'est-à-dire que leurs réflexions doivent pouvoir conduire à des posters, des recommandations, des grilles d'analyse, des prototypes, des campagnes marketing, que sais-je. Exigence de collaboration et de contrôle de l'IA. On pourrait leur demander de nous dire quel rôle ils se sont donnés à eux et à l'IA, et d'expliquer quels garde-fous ils ont mis en place pour éviter les hallucinations, quels sont les risques et les limites, comme on le fait dans n'importe quel travail de recherche du reste, de leur méthodologie. Ça permettra aussi de leur demander une analyse critique. On peut être en droit de leur exiger qu'ils citent leur utilisation de l'OI, de l'IA, qu'ils analysent les forces et les faiblesses des solutions et des idées fournies par l'IA, voire qu'ils indiquent quelles sont les solutions fournies par l'IA et comment ils les ont améliorées. Enfin, on pourrait avoir des exigences de traçabilité et de réflexibilité, en leur demandant de décrire leur processus de rédaction, de décrire comment ils ont itéré leur travail grâce à l'IA, voire même en leur demandant de tenir un journal de bord qui décrive la manière dont ils ont interagi avec l'IA.